complications tardives lorsque le syndrome néphrotique va durer quelques semaines, quelques mois. Si les complications vont devenir de plus en plus importantes. D'abord, l'insuffisance rénale chronique. Le syndrome néphrotique, plus il va être présent, plus il va durer dans le temps, plus il y a un risque de syndrome néphrotique, d'insuffisance rénale chronique. Pourquoi? Tout simplement parce que cette perte d'albumine va traverser cette membrane de filtration qui est malade, mais ça va entraîner des dégâts au niveau de cette membrane de filtration. Un passage d'albumine va toujours donner des dégâts supplémentaires à la membrane de filtration. Dégâts plus dégâts plus dégâts, ça va entraîner avec le temps une fibrose de sa membrane de filtration et une insuffisance rénale chronique. Cette albumine qui va traverser la membrane de filtration en la blessant va se retrouver au niveau des tubes. Et les tubes vont essayer de réabsorber cette albumine. On a besoin de cette albumine. Et cette réabsorption d'albumine au niveau tubulaire va entraîner des lésions au niveau des cellules tubulaires et ça va les tuber de plus en plus et ça va entraîner à la longue une insuffisance rénale chronique. La deuxième complication, c'est la dyslipidémie. Vous allez me dire c'est quoi la relation encore avec une perte d'albumine et du gras? C'est deux choses complètement différentes. Je vais vous dire quelque chose. Vous souvenez-vous, je vous ai dit que le foie, il va essayer de compenser cette perte d'albumine. À un moment donné, il n'a plus de matériel pour produire de l'albumine. Tout est perdu. Il a pompé tout ce qu'il a pu pomper des muscles. Il va détourner toute son activité vers les bêta, vers les alpha-1 et les bêta-globulines. Et ça va entraîner une augmentation de ce qu'on appelle les apolipoprotéines B. Vous savez que les apolipoprotéines B, c'est des protéines qui sont transportrices du gras. Donc, plus ils sont augmentés, plus on aura une dyslipidémie. Et cette dyslipidémie est mixte, c'est-à-dire cholestérol et triglycérides. Augmentation du cholestérol et des triglycérides. Troisième complication, c'est la dénutrition. Et oui, on aura une dénutrition. Donc, cette perte d'albumine, qui va durer dans le temps, on aura besoin d'augmenter son poids au niveau du sang. On va pomper l'albumine au niveau du muscle. À un moment donné, on va avoir une amyotrophie et on aura une dénutrition, tout simplement parce qu'on va pomper tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va absorber, et nos muscles aussi vont être détournés vers la production d'albumine. Et ça va entraîner une dénutrition. Donc, dans un syndrome néphrotique, on a tendance à dire diminuer l'apport de protéines. Comme ça va diminuer la perte de protéines au niveau du rein et ça va protéger quelque part la membrane de filtration puisque l'albumine en traversant, ça va la léser. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier la dénutrition. Ça tue plus que le syndrome néphrotique. Donc, un apport au niveau des protéines pour le syndrome néphrotique, c'est 1 gramme par kilo par jour. 1 gramme par kilo par jour, c'est pour maintenir la masse musculaire, plus la protéinurie. Donc, on va compenser ce qu'il perd au niveau du rein et on va donner la juste mesure de protéines pour maintenir la masse musculaire et l'état de nutrition. La quatrième complication, c'est la tendance aux infections. Donc, vous voyez dans l'électrophorèse du syndrome néphrotique, on a une hypogamma. Hypogamma, c'est-à-dire diminution de toutes les immunoglobulines. Et cette diminution des immunoglobulines va entraîner une susceptibilité aux infections. Il ne faut pas oublier que notre albumine est une molécule de transport. Elle transporte la vitamine D, elle transporte les hormones thyroïdiennes, elle transporte le cortisol, le fer, le cuivre, plein d'autres molécules. Donc lorsqu'on la perd au niveau du rein, on ne la perd pas seule. On part avec elle de la vitamine D, on part avec elle les hormones thyroïdiennes, on part du cortisol et tout ce qu'elle peut transporter. Donc, il faut s'attendre à avoir des déficits aussi en toutes les molécules qui sont transportées par l'albumine parce qu'ils sont aussi perdus au niveau du rein. Donc, cette prolongation du syndrome néphrotique, cette complication, les complications les plus, plus le syndrome néphrotique est prolongé, plus on aura une tendance à l'insuffisance rénale chronique.
Et ça, c'est un vrai problème. Cette évolution vers l'insuffisance rénale chronique dépend essentiellement de la nature de la glomérulonéphrite qui a entraîné la protéinurie, mais aussi de l'importance de la protéinurie. Plus on a un syndrome néphrotique profond, c'est-à-dire une perte importante, plus l'albumine va traverser la membrane de filtration, plus elle va l'agresser, et plus elle va agresser les cellules tubulaires. Donc, le pronostic du syndrome néphrotique dépend à la fois de la glomérulonéphrite causale, mais aussi de la profondeur de la protéinurie, enfin du syndrome néphrotique. Il y a deux types de syndrome néphrotique. Il y a le syndrome néphrotique primitif. Qu'est-ce que ça veut dire primitif? Ça veut dire c'est une lésion primitive au niveau du rein. Elle est causée par une maladie rénale primitive. Donc, soit la GEM, soit la HSF, soit la LGM. Généralement, c'est les trois causes les plus fréquentes. Et il y en a d'autres, hein, mais c'est les causes les plus fréquentes. GEM, HSF, LGM, vous allez comprendre ces termes-là dans le cours de lésions élémentaires. Donc, dans la GEM, le syndrome néphrotique est impur. Tout simplement parce qu'il y a des lésions anatomiques, on les voit, et une modification de la membrane. Dans l'HSF, il y a une modification aussi de la membrane de filtration. Plus l'atteinte de la membrane de filtration est importante, plus ça va entraîner le passage de l'albumine, mais aussi du sang. Donc ça va entraîner une impureté de syndrome néphrotique. Généralement, lorsque le syndrome néphrotique est impur, ça signe plutôt une atteinte assez grave. Le LGM, par contre, qui est une maladie dite lésion glomérulaire minime. Ici, le problème est au niveau de la charge. Donc, c'est un problème ultra structurel. Quand on voit la membrane au microscope optique, il n'y a pas d'anomalie ou de modification. Donc, c'est une lésion très légère. Et dans ce cas, le syndrome néphrotique est pur. Donc, l'LGM, lésion minime, ça va entraîner un syndrome néphrotique pur. Ça va laisser passer l'albumine, mais pas le globule rouge. Il faut savoir que le globule rouge est 10 fois plus gros que l'albumine. Donc, s'il y a passage de sang, d'hématie, ça veut dire qu'il y a vraiment une lésion importante au niveau de la membrane. Hein. Donc, quand est-ce qu'on va faire une biopsie? Parce que tout simplement, on ne peut pas deviner à la clinique quel type de lésion a produit ce syndrome néphrotique. Il faut retenir, chez l'adulte, la biopsie est systématique. Il faut faire la biopsie à tous les coups. Sauf, parce qu'il y a des exceptions. Chez l'enfant entre 1 et 10 ans, lorsque le syndrome est pur, sans signes extra-rénaux. L'enfant entre 1 et 10 ans, il fait ce qu'on appelle les néphroses lipoïdiques. Ils sont de très bons pronostics. Lorsqu'on traite par les corticoïdes, il répondra très facilement et on sait, avant même qu'on biopsie, on sait ce qu'on va trouver. On va trouver une LGM. Donc, pourquoi biopsier quelque chose qui est évident, qui a été prouvé scientifiquement? Donc, chez l'enfant qui a les caractères cliniques d'un syndrome néphrotique, de néphrose lipoïdique, ce qu'on appelle une néphrose lipoïdique, on traite par le schéma de Royer et on ne biopsie pas. Chez l'enfant, on biopsie simplement les syndromes néphrotiques avant 1 an, parce que ceux-là ne sont pas normaux. Après 10 ans, parce que ceux-là ne sont pas normaux. Si le syndrome néphrotique est impur, ça, il faut aller chercher qu'est-ce qui se passe. Et surtout s'il a des signes extra-rénaux. Par exemple, il y a des signes de lupus, de purpura rhumatoïde. Dans ce cas, ce n'est pas la néphrose lipoïdique, c'est autre chose. Et ça va être résistant aux corticoïdes. Donc, il faut aller chercher c'est quoi le diagnostic. Deuxième exception, c'est lorsque on a un diabétique qui a une rétinopathie et qui a un syndrome néphrotique pur. Ce diabétique, s'il a 10 ans de diabète, 20 ans de diabète, c'est l'histoire naturelle de son diabète. Donc, je sais pertinemment que ce syndrome néphrotique fait partie de l'histoire naturelle du diabète. Pourquoi je vais aller biopsier? Pourquoi je vais risquer une biopsie chez un patient alors que je sais très bien ce que je vais lire sur la nappate? Ça n'a pas de sens. Troisième exception, c'est lorsque on peut faire un diagnostic avec une biopsie d'un autre organe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'amylose. L'amylose, elle touche plusieurs organes. Elle peut toucher les glandes salivaires, elle peut toucher le rectum, elle peut toucher le foie.
elle peut toucher le cœur. Maintenant, si j'ai une amylose avec une atteinte des glandes salivaires, je vais biopsier plutôt les glandes salivaires. Ça a beaucoup moins de complications qu'une biopsie rénale. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez fait la part des choses. Donc, pour traiter le syndrome néphrotique, pour le traiter, il faut le traiter déjà symptomatiquement et étiologiquement. Vous, dans votre programme, à votre niveau, il faut traiter vous allez apprendre le traitement symptomatique. Vous n'avez pas à apprendre comment on va traiter une LGM ou comment on va traiter une HSF. Ça, c'est pas de votre niveau. Donc, je vais vous donner le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique des œdèmes, c'est un régime dépourvu de sel. On va diminuer le maximum, une restriction hydrosodée. On va donner des diurétiques, certainement les diurétiques de l'anse sont très efficaces. Et surtout, un repos au lit, bien sûr, pas prolongé. Un repos séquentiel au lit, tout simplement parce que la position couchée va permettre d'augmenter la résorption des œdèmes. Ça va diminuer les œdèmes. On va donner un apport protéique étudié, c'est-à-dire 1 gramme par kilo par jour plus la protéinurie. Jamais faire une restriction de protéines. En tout cas, une restriction très importante. On va donner des statines lorsqu'il y a une dyslipidémie. On va donner un traitement anticoagulant. Si c'est une thrombose avérée, il faut absolument donner les antivitamines, les anticoagulants et l'INR, surtout le Centran, et l'INR cible est entre 2 à 3. Il ne faut pas oublier de donner ce qu'on appelle les IEC et les ARA2, c'est les néphroprotecteurs. Ils vont essayer de diminuer la protéinurie. Comment ils marchent? Ils vont entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente, celle qui fait sortir. Donc, on a une artériole afférente qui ramène le sang et une artériole efférente qui fait sortir le sang. Lorsque je vais faire une vasodilatation, la circulation va devenir très rapide. Le sang va rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et ça va diminuer la pression et la quantité de sang qui est au contact de la membrane de filtration. Donc, je vais filtrer moins. Et surtout, je vais perdre moins de protéines. Donc, je vais protéger ma membrane de filtration. Il faut savoir que les IEC sont à la fois néphroprotecteurs, mais aussi des antihypertenseurs. Quand on diminue un peu la tension artérielle, on protège les reins. Et l'objectif est d'arriver à une tension artérielle de 13, 130 et 80 mm de mercure. Voilà, j'espère avoir été rapide et simple. C'est un cours très important, le syndrome néphrotique. J'espère que vous avez intégré les informations et à la prochaine, Inch'Allah.